Ok, bonsoir tout le monde. Donc là, on va continuer sur le thème de poussière avec Marianne Copine qui est doctorante aussi à SUA. Merci. Merci. Ouais, bonsoir tout le monde. Je vais continuer un peu du coup sur la lancée de Maxime en vous parlant un peu plus spécifiquement de qu'est-ce que c'est la poussière, et où est-ce qu'elle est, et on va un peu mener une petite enquête pour comprendre comment est-ce qu'on peut savoir des choses sur la poussière du milieu interstellaire. Ok. Alors d'abord, la poussière interstellaire, c'est quoi? Euh, Si on veut résumer ça très simplement, la poussière interstellaire, c'est tout ce que vous voyez de joli dans les images qui sortent chaque année du James Webb Telescope, de Hubble et d'autres télescopes qui fournissent des superbes images. En étant un peu plus scientifique, on peut dire que la poussière interstellaire, on en trouve dans plein d'endroits, toujours au sein de notre galaxie. On en trouve dans des nuages moléculaires, donc que Maxime a évoqué un peu plus en détail. On en trouve dans des rémanents de supernova. Donc là, on part sur l'autre côté de, la, de la vie des étoiles, donc la mort des étoiles, qui génère aussi des grands nuages de poussière. Et de manière plus générale, à peu près quoi que vous regardiez, il y aura quasiment toujours de la poussière. Donc, on voit des émissions de poussière donc, dans les galaxies de diverses formes et de divers types. Ok, donc c'est super, on voit de la poussière de partout, mais qu'est-ce que c'est? Comment on sait ce que c'est? Concrètement, c'est quoi les caractéristiques de notre poussière? Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un nuage moléculaire, donc qu'on appelle le nuage de la tête de cheval, parce que ça ressemble à une tête de cheval. On a plein d'observations de ce nuage, plus ou moins zoomées, avec différents télescopes. Et si on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on voit quelque chose qui ressemble en substance à vraiment un nuage, comme on observe dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ce nuage? Donc, comme Maxime l'a expliqué, c'est en partie du gaz, mais aussi en partie des grains de poussière. Donc, des grains de poussière, c'est des petites choses comme ça. Ils font entre quelques nanomètres. Donc là, on est sur quelque chose de très petit. On pourrait presque compter les molécules, les atomes dans ces grains, à quelques microns, donc un millième de millimètre. Ok, super. Donc on a des petits grains, mais combien il y en a? Dans les nuages de ce type-là, on estime qu'il y en a entre 1 par centimètre cube. Donc là, vous imaginez, c'est très très peu. Non, pardon, des particules. Combien il y a de particules par centimètre cube? Il y en a entre 1 par centimètre cube et 1 million par centimètre cube. Donc là, on parle à la fois du gaz et de la poussière. Parmi tout ça, la poussière, ça représente que 1% de nos particules, donc vraiment très peu. Pour comparaison, dans l'air qu'on respire là actuellement, il y a environ 2 puissance 19 particules par centimètre cube. Donc si vous étiez dans ce genre de nuage, même très dense, on serait très loin de respirer, même si c'était purement d'oxygène. Ok, donc si on a si peu, comment ça se fait qu'on voit des nuages? Donc il faut imaginer que ces nuages, ils font, par exemple ici, environ 1 année-lumière de profondeur. Donc quand il y a quelque chose de très très diffus, quand on commence à aller sur des profondeurs très profondes, au final, ça devient opaque. Si vous avez un brouillard même très mince, si vous essayez d'aller voir très loin, vous voyez de moins en moins. Ok, donc super. On a dans l'espace plein de poussière, ça forme des nuages, c'est cool. Mais c'est quoi ces grains? Alors là, on va revenir, pour ceux qui ont des souvenirs de ça, au cours de géologie de SVT. Donc la poussière, ce sont des grains, on pourrait assimiler ça à des grains un peu de sable. En termes plus physiques, c'est constitué principalement de 2 choses. Des silicates, donc des jolis trucs verts, comme ça, des pyroxènes, des olivines, donc ça peut-être que ça vous rappelle les souvenirs, et aussi donc des matières de carbone. Donc du carbone, on pense sous forme de graphite ou peut-être aussi sous forme amorphe, donc non cristallisé, quelque chose. On a aussi quelque chose d'assez particulier sur les poussières, c'est des glaces. Selon les conditions de pression et de température sur lesquelles on se situe, on peut avoir des condensations sur ces poussières, et donc on peut trouver parfois de la glace d'eau, de la glace de monoxyde de carbone, par exemple. Ok, donc maintenant, on sait à peu près où il y a de la poussière, combien il y en a et de quoi elle est faite. La question maintenant, c'est d'où est-ce qu'elle vient, à quoi elle sert. Donc là, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Maxime, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des nuages de poussière qui peuvent devenir un peu denses, un peu plus denses, former des étoiles, des planètes et des systèmes stellaires.
ce qui est assez amusant ici, c'est que la poussière, comme l'eau sur Terre, on peut définir un cycle où, à la fin, quand on a une étoile, on a vu, elle peut exploser, former un rémanent de supernova, et ça, c'est plein de poussière. C'est comme ça qu'on a la poussière qui apparaît dans le milieu interstellaire, c'est des explosions d'étoiles qui vont rejeter toute leur matière, donc des éléments comme du carbone, du silicate, qui vont les rejeter dans le milieu interstellaire sous forme de poussière. Ok, maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la poussière? C'est quand même des tout petits trucs qui sont très loin de nous. À quoi ça sert de savoir à quoi ils ressemblent, de quoi ils sont constitués? Donc là, ça regroupe beaucoup ce qu'a dit Maxime, c'est-à-dire qu'on sait que la poussière est la base de la formation planétaire. Donc comprendre les grains de poussière, ça va nous permettre de comprendre comment ils grossissent, comment les planètes se forment. Donc on a ici cette très belle image d'une planète en train de se former autour d'une étoile, et même, encore plus intéressant, on a autour de la planète un disque, encore une fois de poussière, sans doute, donc en train de former des satellites autour de la planète. Donc on est capable de comprendre de plus en plus de choses, et il nous manque quand même encore quelque chose sur la poussière pour pouvoir assembler tous les morceaux et comprendre tout ce qui se passe. Ok, dernière chose qui nous intéresse sur la poussière, c'est que la poussière, ça constitue dans le milieu interstellaire et dans nos nuages moléculaires un véritable laboratoire de chimie. Donc, quand on parle de nuages moléculaires, on va parler surtout de molécules de dihydrogène. Et ces molécules de dihydrogène, la plupart sont formées sur les grains de poussière. C'est-à-dire que l'atome le plus présent dans l'univers, ça va être l'hydrogène, on en a un peu partout. Et pour s'assembler en molécules, ça va être principalement sur la poussière. On a aussi d'autres réactions chimiques sur la poussière qui se forment, notamment, très vraisemblablement, la formation de molécules d'eau qui se forment sur la poussière. On soupçonne aussi des formations de molécules encore plus complexes, des molécules carbonées et d'autres. Et donc, c'est toute une branche très importante, donc l'astrochimie, la chimie astrophysique, qui va donc être complètement dépendante de la poussière et de quelles sont les propriétés de la poussière. Ok, donc super, on sait plein de choses sur la poussière. Maintenant, vous allez nous demander, mais comment est-ce qu'on sait tout ça? On parle de grains qui font quelques microns et qui sont dans des objets, par exemple cet objet-là, qui sont à des centaines d'années-lumière de nous. Donc, je vous laisse imaginer qu'un objet de quelques microns à des centaines d'années-lumière de nous, on ne peut vraiment pas le voir directement par une observation. Déjà, voir un disque, c'est compliqué. Voir un grain de poussière, c'est complètement impossible. Alors, il y a beaucoup d'astrophysiciens qui se sont penchés sur cette question et qui ont eu des solutions assez différentes et assez innovantes. La première chose dont on va parler et qu'on peut faire pour savoir à quoi ressemble la poussière, ce serait de trouver de la poussière interstellaire sur Terre. Alors, il y a des gens qui se sont dit, tout simplement, mince alors, de la poussière interstellaire, on a dit qu'on en avait à peu près partout dans notre galaxie. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver de la poussière qui serait proche de nous dans notre système solaire? Et donc, si, effectivement, dans le système solaire, on a des formes de poussière qui ne sont pas exactement des poussières interstellaires au sens où elles ne sont pas dans des nuages moléculaires au moment de formation d'étoiles, etc. Elles sont dans notre système qui est un système avancé, mais il y a quand même des poussières. Et parmi ces poussières, il y en a quand même une certaine quantité qui tombent sur Terre sous forme de micrométéorites. Ce qu'on appelle des micrométéorites, c'est tout petits cailloux qui tombent sur Terre. Bon, bien évidemment, quand elles tombent sur Terre, il y en a un certain nombre qui disparaît lors de la traversée de l'atmosphère, mais il y en a une partie qui reste. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais on va aller chercher cette poussière. Et où est-ce qu'on va aller la chercher? On va aller la chercher, bon, pas en Amérique du Nord, en Antarctique. Alors, pourquoi est-ce que ces gens sont allés en Antarctique pour chercher de la poussière et des micrométéorites? Tout simplement parce que l'Antarctique, c'est un super endroit où il n'y a pas d'hommes et il n'y a rien qui est modifié. Donc, quand il y a des micrométéorites qui tombent sur l'Antarctique, on sait qu'elles vont rester là, qu'a priori, il ne va pas se passer grand-chose. Et encore mieux, il y a une très grosse couche de glace sur l'Antarctique, donc a priori, si on a un grain de sable, il vient plutôt de là-haut. Donc ces gens-là, ils ont récupéré plein de glace en Antarctique, ils l'ont fait fondre, et ils ont récupéré plein de micrométéorites, et ils ont trouvé des choses qui ressemblaient à ça. Donc, c'est des collectes notamment dans la zone Concordia, c'est une zone de l'Antarctique, fait principalement par Michel Morette et Jean Duprat. Et si ça vous intéresse un peu plus, il y a carrément un film fait par le CNRS qui parle spécifiquement de ça, de la collecte de poussière et de ces gens
qui sont allés pendant des semaines, des mois, je ne sais pas exactement combien dure l'émission, récolter des petites poussières en Antarctique. Donc ça nous donne des premières idées sur qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les poussières, quelle forme elles ont. On voit ici notamment qu'elle a une forme, la poussière qu'on observe ici, elle a une forme très biscornue. Et ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être que vous avez vu sur certaines slides de Maxime, il a montré deux sphères qui, quand elles rentrent ensemble, parfois on dit « Ah on a deux sphères qui sont petites, elles rentrent ensemble, c'est une grosse sphère ». On a beaucoup de modèles qui considèrent ça. Toutes les poussières sont des sphères, si elles grandissent, ça devient des sphères, si elles regrandissent, ça redevient des sphères. Alors que ça nous montre qu'a priori, quand elles grandissent, les poussières, elles vont plutôt s'agréger et former des choses très discordantes. Ok, donc on a ces gens-là qui sont en Antarctique. On a aussi des gens qui se sont dit, notamment Donald Brownlee, qui se sont dit, bon, c'est super, les poussières, elles tombent sur Terre, mais une fois qu'elles sont sur Terre, elles ont traversé l'atmosphère, elles sont tombées sur de la glace, sur de la neige d'eau, ça a pu les modifier, on ne sait pas exactement comment, ce n'est pas des propriétés de grains in situ. Donc on a des premières personnes, donc, comme Donald Brownlee, qui sont allées avec des avions dans la stratosphère faire des récoltes de poussière et qui ont obtenu donc des grains encore plus natifs, disons, du milieu interstellaire, enfin du coup interplanétaire. En allant encore plus loin, ce même Donald, il est allé chercher de la poussière dans le système solaire. Donc là, on est parti de la Terre, on s'est élargi au système solaire. Donc on a eu une mission spatiale qui s'appelait la mission Stardust, qui allait faire exactement la même chose que les avions, c'est-à-dire collecter de la poussière dans l'espace. Mais cette fois-ci, donc, encore plus loin, on est sorti de la stratosphère et on allait chercher de la poussière dans la queue d'une comète. Donc, chez la comète, on voit sa trajectoire ici. Donc, on est allé quand elle était proche de la Terre, quand même. Et ils ont récolté, si je ne dis pas de bêtises, 1 microgramme de poussière. Et ils étaient très contents avec ça parce qu'il y avait beaucoup de grains. On a pu les observer, savoir ce qu'il y avait dedans, quelle forme ils avaient. Donc, ça, c'est des collectes directes qui nous permettent de voir des grains. Donc, c'est pas mal. Ça nous donne beaucoup d'informations. C'est assez tangible. Mais ça a beaucoup de défauts. Comme je l'ai dit, les grains, à partir du moment où soit ils sont sur Terre, soit on les collecte. Ici, on les a collectés dans un gel. Soit on les collecte et ils sont dans une atmosphère. Ça change les grains. Il va y avoir, je ne sais pas, de l'eau qui va se condenser dessus. Il va y avoir du décasage. Les grains sont modifiés. Donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, au final, pour avoir les propriétés finales du grain, c'est de les regarder dans leur milieu sans les modifier. Et donc, pour ça, on est obligé de regarder à 400 années-lumière de nous et donc de construire des télescopes. On a plusieurs types de télescopes. Des télescopes spatiaux comme le James Webb Telescope, donc environ 6 mètres de diamètre, qui a été lancé il y a quelques années maintenant. On a aussi des télescopes qui sont sur Terre. Ce qu'on remarque à peu près dans tous ces télescopes qu'on utilise pour observer la poussière, c'est qu'ils sont très grands. La première raison, c'est parce que les objets qu'on va observer sont très loin et on va observer des choses de plus en plus petites dans ces objets. Et ça, c'est deux facteurs qui font qu'on veut observer avec des instruments toujours plus gros. Plus on a un instrument gros, plus on pourra voir loin et petit. Donc, on a le James Webb qui fait 6 mètres. On a aussi des Européens qui ont construit donc, des antennes de 30 mètres. J'ai dit, bon, là, ça va, 30 mètres. On a voulu regarder encore plus loin et encore plus petit, donc on s'est mis à construire des interféromètres. Maxime a déjà un petit peu présenté. Donc là, c'est des gens qui se sont dit, bon, voilà, si je ne peux pas faire un télescope d'1 kilomètre de diamètre, je vais faire plusieurs antennes, les mettre à 1 kilomètre de diamètre, et ensuite faire un procédé mathématique qui va me permettre d'interférer les ondes des deux et de reconstruire une image. Même moi, je ne comprends pas exactement comment ça marche. Mais apparemment, ça marche. Et donc, voilà, on a plusieurs choses. Donc, on en a en Europe, donc en Espagne, et ensuite en France et au Chili, et bien sûr dans l'espace. Donc, il n'y a pas que le Chili qui a des observateurs. Alors, maintenant, comment on observe la poussière? Observer la poussière, donc, comme on a dit, c'est les nuages qui sont assez opaques, voire même très opaques. Ça, c'est un nuage de poussière. Si on regarde ça comme ça, de but en blanc, on peut se dire, mince alors, j'ai un ciel étoilé et au milieu, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un trou d'étoile? En fait, non, c'est tout simple, c'est vraiment juste un nuage de poussière qui obscurcit complètement l'image à cet endroit-là. On voit juste pas au travers. Donc ça, c'est quelque chose d'embêtant et c'est sans doute ce qui a embêté beaucoup les astronomes au début des observations. On a de la poussière, mince, ça nous gêne. Mais on s'est aussi dit quelque chose, c'est que ça, c'est ce qu'on observe, nous, avec notre œil. C'est de la lumière visible. Si on change de longueur d'onde et qu'on va regarder dans l'infrarouge, on voit ça.
Donc, non seulement on voit au travers, mais en plus, on voit que le nuage a sa propre couleur, donc sans doute sa propre émission de lumière. Ok, donc là, on part dans la partie un peu compliquée de qu'est-ce que c'est que l'émission et l'absorption de la lumière. Donc, imaginez que vous avez un nuage de poussière et une source qui l'éclaire. La lumière qui arrive sur le nuage, il peut lui arriver plusieurs choses. Soit tout simplement, elle traverse le nuage et vous la voyez de l'autre côté. C'est ce qui se passe avec les étoiles qu'on arrive à percevoir au travers du nuage. Soit parfois, elle arrive sur le nuage et elle repart dans une autre direction. C'est la diffusion. Ce qui peut arriver aussi, c'est que la lumière arrive sur le nuage, soit absorbée. Et donc, on ne la voit pas au travers. C'est ce qui se passe dans tout le nuage ici. Maintenant, si la lumière est absorbée, en physique, on a un principe qui dit que l'énergie se conserve. La lumière, c'est l'énergie, donc il doit se passer quelque chose. Ce qui se passe quand la lumière est absorbée, c'est que le nuage va changer de température. Il va chauffer, en termes simples. Et il y a aussi quelque chose qui apparaît en physique, quand un corps a une température, il émet lui-même de la lumière. On émet tous de la lumière dans différentes longueurs d'onde, pour les corps froids plutôt, donc dans l'infrarouge. Et donc, finalement, notre nuage, il va se mettre à émettre de la lumière, donc de l'émission thermique. Donc, c'est sans doute ce qu'on voit ici sur la partie rouge. Ok. Donc, ici, maintenant, je vous rappelle peut-être des souvenirs de lycée de physique avec donc, le spectre électromagnétique. Donc, tout simplement, les étoiles, quand elles émettent de la lumière, on les voit parce qu'elles émettent dans le visible. La poussière, elle, vu qu'elle est froide, elle émet dans l'infrarouge. Donc, une partie qui est ici et qu'on ne peut pas voir. Comme on ne peut pas la voir, eh ben, on va construire nos instruments spécifiquement pour la voir. Et là, on a un nouveau problème, c'est que dans nos instruments, plus on veut voir des longueurs d'onde grandes, donc ici, vers les domaines radio, plus on a encore une fois besoin de gros instruments. C'est pour ça qu'on construit des instruments toujours plus gros et des interféromètres avec plusieurs antennes. Donc ici, par exemple, dans l'émission infrarouge, on peut regarder, donc, par exemple, avec le télescope James Webb, et dans les émissions donc, de l'ordre de 10 mm, donc des ondes radio, on peut regarder avec des interféromètres comme ALMA au Chili. Ok, donc super, on peut observer la poussière, mais qu'est-ce que ça nous donne comme information dessus? Alors, premièrement, avec les interféromètres qui permettent de voir dans les longueurs d'onde du millimétrique, on peut connaître plein d'informations sur la taille des poussières. Comme l'a dit Maxime, on a des informations, par exemple, sur les disques, sur est-ce qu'il y a des sillons dans les disques. Ça nous permet d'avoir des informations sur les tailles des poussières. Donc, on peut savoir, tiens, les poussières, elles font quelques microns, quelques nanomètres, quelques millimètres. Et ça nous permet donc d'avoir plein d'informations sur l'évolution des poussières lorsqu'elles forment des planètes, notamment. La deuxième chose qu'on peut savoir avec les observations, c'est la composition des grains de poussière. Quand on observe dans l'infrarouge, on a un avantage assez cool, qui est qu'on peut voir des bandes d'émission. Alors les bandes d'émission, c'est quoi? Quand on a un corps qui émet quelque chose, selon de quoi il est constitué, il va émettre plus ou moins à certaines longueurs d'onde. Par exemple, l'hydrogène, dans le rouge, dans le bleu, il a des pics d'émission. Et ces pics d'émission, c'est un peu comme une carte d'identité d'un composé chimique. Et donc, voir ces pics d'émission nous permet de détecter certains composés dans les poussières. Donc, par exemple, ici, bon, c'est un exemple, ce n'est pas forcément hyper représentatif, on peut voir une grande bande qui représente des silicates, on peut voir des bandes qui représentent l'eau, ainsi que d'autres, voilà, de la glace de carbone, de dioxyde de carbone. Et donc, avec des instruments comme Splitter ou le James Webb Telescope, on a pu faire tout un spectre d'émission des poussières et voir, ah ben tiens, on attend, donc ça veut dire qu'on a des silicates, on a ça, ça veut dire qu'on a de la glace d'eau, et déterminer qu'est-ce qu'il y a dans nos poussières. Ok, du coup pour conclure, voilà un peu le schéma global de comment on sait plein de choses sur la poussière et de comment est-ce qu'on peut comprendre comment se forment les nuages moléculaires, comment se forment les étoiles et les planètes, et tout ça grâce à une combinaison de tout ce qu'on peut faire en astrophysique, notamment des observations, des modèles physiques et des échantillons qu'on a pu ramasser à divers endroits sur Terre et dans l'espace. Et je vous remercie. Ben, merci pour cette super présentation, très intéressant. Des questions pour des marque-pages? Merci beaucoup pour ta présentation.
J'avais une question sur l'évolution des nuages. Ouais. Parce que tu montrais par exemple un nuage qui avait une forme de tête de cheval et qui a été capturé par plusieurs appareils. Est-ce que du coup ça reste comme ça pendant des, je sais pas, des centaines, milliers d'années ou Ouais, comment? alors Milliards. a priori, on va pas reprendre une photo et ça aura complètement changé. Ce nuage, on sait qu'il y a que dans les nuages, par exemple dans ce nuage par exemple, on sait qu'il se passe des choses, on sait qu'il y a des étoiles qui se forment parce que on connaît les propriétés, on connaît les modèles qui nous disent bon ben voilà, là on sait qu'il y a des étoiles en formation. En revanche, oui, les piliers vont pas avoir complètement changé si on regarde en disant si on pouvait regarder dans des millions d'années ou plus. Merci. J'aurais une question un peu naïve. Comment fait-on quand on procède à des carottages ou des prélèvements en Antarctique pour distinguer les poussières interplanétaires ou interstellaires des poussières issues des éruptions volcaniques, par exemple? Ouais, alors dans ce genre de... Là. Ok, donc dans ce genre d'échantillon, effectivement, quand on a ce qui reste après avoir fait fondre l'eau, on a à la fois des poussières, enfin des micrométéorites, mais aussi des poussières qui sont arrivées là parce qu'elles étaient sur Terre pour diverses raisons. A priori, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de confirmer lesquelles sont des micrométéorites ou non, notamment sur la composition. On sait à peu près ce qu'il peut y avoir dans les micrométéorites par rapport à ce qu'il peut y avoir sur Terre. Il peut y avoir aussi des réflexions sur les isotopes, donc les versions des atomes qu'il y a dans les composés. Et c'est pas forcément facile, j'imagine, pour distinguer quels sont les micrométéorites des composés qui viennent de Terre. Mais on est à peu près sûr il y a une bonne quantité qui vient de micrométéorites et de l'espace. Mais effectivement, on considère qu'il y a quand même une bonne fraction qui vient d'événements terrestres. Et même, ils ont dû, au début, ils récoltaient à la surface de l'Antarctique, sauf que forcément, quand il y a une mission, il y a des engins qui viennent, qui font des émissions locales, des peu d'échappement, etc. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils se sont mis à creuser sous la glace pour récupérer sous une certaine couche de glace qui avait été non polluée. C'est juste, si tu pouvais revenir sur la slide là où il y a la formation de la planète et du disque autour. Ouais. Hop là. Ouais. Là, à ce moment-là, tu as dit que c'était sûrement la création d'un nouveau satellite autour de la planète. Ouais. Comment est-ce que on peut savoir que c'est en fonction de, enfin, que ça va être un satellite et non une nouvelle planète? En gros, ce qu'on voit ici, c'est comme si on avait un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'autour des étoiles, il y a un disque qu'on appelle protoplanétaire, et dans ce disque se forment des planètes. Et en fait, là, on passe une échelle en dessous, et c'est comme si notre planète devenait l'étoile d'avant. Et autour de cette planète, on a à nouveau de la poussière qui va rester autour de la planète. Et donc, si quelque chose se forme en rotation autour de cette planète, ben, ce sera un satellite. Okay. Enfin, une lune de la planète. Ouais. Après, il y a aussi plein de cas de possibles d'évolution de tout ça, de tous ces systèmes après. Et on peut avoir une collision entre deux corps qui ensuite va éjecter un satellite et en transformer en quelque chose. Mais a priori, là, ce qui se passe, s'il y a un disque autour de la planète, c'est que ça va former possiblement un satellite autour de la planète. Ok. Et juste, j'avais une deuxième question, c'est en dehors d'observer, comment est-ce qu'on calcule la masse de ces disques ou de ces poussières? Ouais, justement, on utilise les propriétés de la poussière. Si on connaît bien la poussière, on sait comment elle émet. On sait, elle va émettre tant à telle température, elle va émettre tant. Et ça dépend de la masse. Et donc, si on regarde bien nos observations et qu'on connaît bien nos modèles, à partir d'une observation et de, par exemple, l'intensité de l'observation, on peut en déduire la masse, par exemple, de tout ça. On dit, voilà, on a une observation qui ressemble à ça, ça veut dire qu'on a telle masse. Mais c'est aussi un des enjeux, connaître bien la poussière, ça permet de bien connaître la masse. D'accord, merci. J'avais une question qui rejoint la première question. Quand on a une image là, de la première image, enfin, je sais plus c'est quelle slide, mais par exemple, voilà, quand on a des images comme ça, est-ce qu'on sait prédire, par exemple, je sais pas, ça a combien de millions d'années ou de milliards d'années, est-ce qu'on sait prédire combien d'étoiles il y aura dans une zone précise? Alors, dans une zone précise,
En gros, ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on peut faire, les astrophysiciens, c'est créer des modèles, donc des modèles de nuages comme ça, comme celui qu'a montré Maxime. Ouais. Et dans ce genre de modèle, actuellement, on est capable de dire, bon, ben voilà, on va avoir des effondrements ici, 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 donc là, ça va former une étoile, là, ça va former une étoile, là, ça va former une étoile. Donc, ce qu'on a, c'est des estimations de combien d'étoiles se forment, par exemple, combien se forment tous les millions d'années, donc on a des estimations de ça. On n'a pas forcément d'estimation précise de savoir dans 1 milliard d'années, là, il y aura une étoile, mais on a des bonnes idées des ordres de grandeur, de comment ça se passe et de combien on peut en avoir en moyenne. On va... Donc merci pour la présentation. Je me demandais comment on fait pour évaluer qu'il n'y a que 1% de poussière dans l'univers. C'est une estimation et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est une estimation, ça fait partie des hypothèses de base donc qui ont été estimées, mais ce n'est pas, disons, définitivement sûr. C'est-à-dire que même dans des modèles, il y a des endroits où on peut avoir plus ou moins de poussière. Quand on fait un modèle d'effondrement d'un nuage pour former une étoile, actuellement, on est capable de pouvoir changer. Ah ben tiens, à cet endroit-là, on va mettre plus de poussière ou moins de poussière. C'est des modèles qui sont en construction, quoi, et donc, on n'a pas nécessairement partout 1% de poussière, mais c'est une hypothèse qui est faite actuellement. Mais voilà. C'est beaucoup d'hypothèses. Vu qu'on ne connaît pas beaucoup de choses et qu'on ne peut pas observer non plus 1 milliard d'observables, on est obligé de faire des hypothèses et ensuite on les teste. Donc, on fait des modèles, on compare avec les observations, on refait un modèle, on recompare avec une observation. C'est un peu essai-erreur dans ce domaine. Merci beaucoup pour la présentation. Tu as évoqué des nuages moléculaires et la marron supernova comme des endroits où on peut trouver de la poussière. Est-ce que dans les observations, on voit que la composition de la poussière dans ces lieux-là est différente? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Alors, d'un endroit à l'autre, des différences de composition de poussière, c'est assez difficile à percevoir. Ce qu'on peut percevoir facilement, c'est par exemple, est-ce qu'on a de la glace sur la poussière ou non? Donc, notamment, où est-ce qu'on a de la glace et pourquoi est-ce qu'on a de la glace? Quand on va parler de différences de composition de poussière, on va se mettre à parler de composition de silicate. Et donc là, ça va être dans des trucs très précis de stoichiométrie. Est-ce que c'est plutôt de l'olivine, du pyroxène? Et là, ça commence à devenir des détails tellement précis que le voir directement, par exemple, l'analyse inspect, ce ne sera pas forcément évident. Et ce qu'on a de mieux à faire, c'est on fait un modèle complet. On fait, à partir de ce modèle, une observation synthétique et on compare à ce qu'on a. Et ensuite, on peut remonter, réessayer, remonter et voir quelle est la composition finale. Mais donc, des compositions différentes, oui, il y en a, c'est sûr, parce que tout n'est pas fait pareil dans l'univers. Après, l'observer précisément, ça peut devenir compliqué. Ok, merci. D'autres questions? C'est une marque de page, si on veut. Désolé, je ne peux parler bien en français. So I will do the question in English. Yeah. Maybe you can translate for everybody if they don't speak. I was wondering if there is, like in the stars, like an initial mass function. Mm-hmm. You can estimate like a function of how many rocks, dusts you have per, how many of them you have per unit of mass or size. Okay. And if that depends on like a evolution of the molecular cloud or the, you know what I mean? For example, in the solar system, yes. Okay, we know that there is dust, right? Mm-hmm. And they have different sizes, right? We have the big comets that can kill the Earth, and you have the small ones that they just live by themselves. Is there a way to estimate the distribution of sizes or masses? Ok, donc la question c'est est-ce qu'on a un moyen d'estimer la distribution en taille des poussières? Donc par exemple dans le système solaire où on va de tout petits grains jusqu'à des comètes, des astéroïdes. Alors là-dessus, on a beaucoup de moyens de faire ce genre de choses. Bon, comme je l'ai dit, souvent en astrophysique, on fait des approximations. Dans la plupart des endroits du milieu interstellaire, on fait une approximation que c'est une fonction puissance. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de petits grains et moins de gros grains. Donc en fait, on approxime toujours ça par des fonctions. Et pour déterminer quelle est la fonction de distribution,
ce qu'on utilise surtout, c'est des modèles, donc les modèles que fait Maxime notamment, de coagulation des grains. Donc comment est-ce que les grains vont s'accrocher ensemble pour devenir plus gros, ou de destruction des grains, donc comment deux grains qui se rentrent dedans vont s'éclater en plus petits grains. Et donc ces modèles-là nous permettent de déterminer quel genre de fonction c'est le plus probable d'avoir. Donc on passe, quand on grandit des grains, par exemple, on a plus de probabilité d'avoir des fonctions en log normal. Bon, ben voilà, c'est une fonction de distribution. C'est pas, c'est pas forcément visuel. Et quand on a des grains qui se cassent en plein de petits morceaux, on sait qu'on a souvent une fonction en log normal. Donc, dans tous les cas, plus de petits grains et moins de gros grains. Voilà. Mais c'est dans le genre de cas qu'on utilise des modèles physiques de qu'est-ce qui se passe. On met en équation, on a fait des petits tests sur des petits grains quelque part dans un labo. On a dit, bon, ça a l'air de faire comme ça. Maintenant, on met ça en équation et on fait un modèle. Merci beaucoup. Il y a deux questions. Si jamais vous avez une question, mais vous n'avez pas un marquage. Si vous avez peur des marque-pages. Dans ce cas, merci encore, Maria. Merci. Et vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram, ou sinon il y a un groupe WhatsApp. Oui. Ah, c'est là. Donc, si vous voulez suivre l'actualité de l'astronomie en l'astronomie sur le robinet. Donc, parfois c'est en anglais, parfois c'est en... Merci encore. Merci.